Bien, bonjour. Alors, on va poursuivre aujourd'hui notre introduction à la philosophie politique. On a vu deux choses la dernière fois. On s'est intéressé à la question de savoir comment est-ce qu'on peut discuter de questions politiques sans se jeter des insultes à la figure. J'ai terminé cette petite section introductive en donnant un conseil qu'on va essayer d'appliquer tout au long de ce cours, qui est à chaque fois qu'on s'intéresse à une question politique, une théorie politique, une idéologie politique, on essaye de la comprendre de l'intérieur, de la bouche de ceux qui défendent cette idéologie, indépendamment au départ de savoir si on a un préjugé positif ou négatif à l'égard de cette idéologie. Et puis on s'est intéressé par la suite aux différentes idéologies politiques qu'on rencontre et à la question de savoir comment est-ce qu'on peut classer les idéologies politiques. Je vous ai dit qu'en philosophie, c'est rare si vous ouvrez un livre de philosophie politique, c'est assez rare que vous entendiez parler directement d'idéologie politique. Souvent, vous avez des termes qui ne correspondent pas exactement à la manière dont nous, on parle de politique en dehors de la vie académique. D'accord ? Vous entendez parler de républicanisme, de libertarisme, de communautarisme, etc. Tandis que quand on est dans le champ politique, dans l'arène politique, on entend plutôt parler de droite-gauche ou d'autres types de théories. Alors, on s'est demandé comment classer ces idéologies politiques. On a vu trois grands types de classification. Gauche-droite. Et là, j'ai confessé mon incompréhension par rapport à cette... mon incompréhension, il y a une vraie énigme par rapport à la distinction entre la gauche et la droite, c'est que personne n'est vraiment capable de définir ce que c'est que d'être de gauche, ce que c'est que d'être de droite, et pourtant on continue à utiliser, depuis longtemps maintenant, cette classification des théories politiques pour analyser le spectre politique, et souvent pour définir nos propres identités politiques. D'accord ? On commence souvent, quand on parle de politique, vous entendez souvent des gens qui commencent leurs phrases en disant « moi je suis de gauche, moi je suis de droite ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas trop, mais pourtant ça a l'air d'être très important pour eux et occasionnellement pour nous, si on se reconnaît dans cette division-là. Donc il y a eu différentes tentatives pour classer les différentes idéologies politiques. J'en ai mentionné une autre qui est le carré suivant, où on va classer les positions politiques en fonction, en gros, des libertés économiques sur un axe horizontal et des libertés sociales et politiques sur un axe vertical. Et puis, on a retenu, nous, une proposition du philosophe et économiste Hayek, à savoir l'idée que, au moins pour les idéologies politiques qui constituent les idéologies les plus familières dans notre contexte politique à nous, il y a trois grands pôles qui sont le pôle libéral, le pôle conservateur et le pôle socialiste, et que si on arrive à bien comprendre ces trois pôles des idéologies politiques, je vous avais donné quelques exemples, eh bien on arrive à situer différentes pensées, éventuellement différentes partis également. Vous avez des partis qui sont plus libéraux, plus conservateurs, d'autres qui sont plus socialistes, et puis vous avez différentes positions possibles sur ce triangle-là. Donc ce qu'on va faire à partir de maintenant et pour les quelques séances suivantes, c'est qu'on va s'intéresser à ces trois idéologies politiques-là, le socialisme, le libéralisme, le conservatisme, et puis on fera une séance si on a le temps, mais j'espère qu'on aura le temps, sur une nouvelle idéologie qui n'est pas représentée là-dedans, qu'on appelle les politiques de l'identité, que ces détracteurs appellent le wokisme, et on essaiera de comprendre comment ils se situent par rapport à ces idéologies-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce bref rappel? Un peu au pas de course, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de faire tout ce que j'aimerais qu'on fasse. Ça va? Bien. Alors, par quoi on commence? Je ne savais pas par quoi commencer, donc j'ai fait tourner la roue de la fortune, et on va commencer par le socialisme. Donc, on commence par le socialisme et le communisme. On va voir qu'il n'y a pas une différence qui est toujours très évidente d'après les auteurs dans cette tradition. Pardon pour la slide très lourde, mais je vous referai une slide comme ça pour les trois grands courants de pensée. Qui sont les grands auteurs dont on parle quand on parle de socialisme? On considère souvent Jean-Jacques Rousseau comme un des pères fondateurs du socialisme. Rousseau n'est pas lui-même socialiste, d'accord ? À l'époque où il écrit, on n'a pas encore cette catégorisation, ou en tout cas dans la mesure où on l'a, lui-même ne s'en revendique pas. Okay ? Mais il écrit son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et puis dans ce discours-là, il s'attaque vertement à la propriété privée, qui est selon lui la source des inégalités. Et cette critique de la propriété privée, ça va être une forme de leitmotiv du socialisme, sous différentes formes. Certains vont rejeter toutes les formes de propriété privée, d'autres, comme Marx, vont rejeter simplement la propriété privée des moyens de production, mais dans tous les cas, ça constitue un point commun des différents penseurs socialistes. On a ensuite un ensemble de socialistes
que Marx et Engels vont appeler les socialistes utopiques, qui sont des socialistes qui imaginent une société idéale, qui marcherait beaucoup mieux que notre société actuelle à leurs yeux, et ils imaginent les dessins, l'organisation de cette société idéale. Henri de Saint-Simon imagine ça, il a eu une grande influence à la fois sur les marxistes, sur les socialistes et sur les libéraux, parce qu'il imagine une économie planifiée qui est dirigée par des ingénieurs et des industriels. Donc il croit très fort dans le progrès technique, on est à l'époque au début de la révolution industrielle, et il se dit si on fait une société où on donne les clés de la société de la production à des ingénieurs et à des industriels, on va tous être très riches, et il va y avoir beaucoup plus d'égalité. Charles Fourier, alors lui c'est le plus déjanté de la bande, je ne sais pas si vous avez déjà lu Fourier, c'est presque drôle, enfin c'est même franchement drôle. Lui il imagine au départ des phalanstères, ce qu'il appelle des phalanstères, c'est des communautés autogérées, où chacun va pouvoir travailler sur ce sur quoi il a envie de travailler. Donc il prend très au sérieux ce qu'il appelle la passion papillonne, à savoir, moi si je travaille plus de 10 minutes sur un truc, je m'ennuie. Donc je veux pouvoir dans ma société, dans le phalanstère, faire 10 minutes des casseroles, puis après aller faire 10 minutes de la philosophie, puis après je vais aller faire 10 minutes des chaussures. Donc je veux que ma société elle soit organisée comme ça, qu'on puisse changer de poste de production à chaque fois. Et il pense que cette société, ces phalanstères et ces utopies, quand elles seront mises en place, ça va avoir des changements réels, pas simplement des changements sur la société, mais sur la nature elle-même. Il pense que dans le phalanstère, les lions font des câlins aux biches. Vous voyez ça souvent dans les représentations des témoins de Jéhovah, quand ils viennent frapper à votre porte, ils vous donnent des petits dépliants où vous avez vraiment un monde naturel absolument idéalisé, où il n'y a plus aucune tension. Il pense qu'il y aura une mer de limonade. Quand j'ai dit ça à mes enfants, ils avaient très envie que Charles Fourier ait raison. Et il pense qu'à force de s'organiser comme ça en phalanstère, on aura un troisième bras qui nous poussera dans le dos, un archibras grâce auquel on va pouvoir faire plein de choses supplémentaires. Donc vous voyez pourquoi Marx après arrive et dit ça, c'est vraiment du socialisme utopique. C'est vraiment une forme de rêve un peu délirant, mais qui part de l'idée que si on organise le mode de production d'une certaine manière, on ouvre la voie à une forme d'opulence très importante. Okay, on est encore une fois, on est en pleine révolution industrielle, ou au début de la révolution industrielle, et on voit poindre toutes les possibilités de progrès que ce nouveau mode de production laisse entrevoir. Et puis Owen, un socialiste anglais, qui lui aussi va avoir une influence importante sur ce qu'on appelle le mouvement coopératif, et notamment dans l'éducation. Après, on a des socialistes qui se rapprochent plus du courant anarchiste. Proudhon, dont vous avez déjà entendu parler, la propriété, c'est le vol. Beaucoup disent, c'est un oxymore, et je pense que c'est là-dessus que joue Proudhon, parce que comment vous voulez voler quelque chose s'il n'y a pas de propriété? Mais en tout cas, vous voyez bien qu'ici, vous avez un point, une ligne commune à beaucoup de socialistes, à la plupart d'entre eux, qui est de rejeter la propriété privée. Benjamin Tucker. Bakounine, qui était un socialiste libertarien très critique de Marx, et beaucoup ont après réévalué les thèses de Bakounine face à certaines dérives de la mise en œuvre du marxisme. Bakounine avait dit depuis le départ, ça va virer en dictature, ça va très mal tourner cette histoire-là. Si vous commencez à vouloir avoir une dictature du prolétariat, ça c'est l'expression de Marx, vous allez finir par avoir la dictature d'un seul homme. Et puis il y a eu Staline, Mao, Pol Pot et beaucoup d'autres. Donc Bakounine, il est du côté des socialistes, mais il pense qu'il faut plutôt une forme d'anarchie. Je ne vais pas passer non plus un temps trop grand sur les personnes qui sont toutes importantes que vous avez là. Peut-être juste vous dire un mot. Donc on va voir en détail Marx et Engels, qui sont vraiment devenus maintenant les points d'ancrage de toutes les pensées socialistes. Puis vous avez dans le courant contemporain, vous avez 3 marxistes qui ont été importants, dont 2 sont encore en vie, qu'on appelle les marxistes analytiques, qui sont des philosophes analytiques qui ont marqué un certain agacement par rapport à ce qu'ils considèrent comme des dérives du marxisme, pas tant sur le contenu des thèses que sur la manière dont le marxisme est développé. Ils trouvent que les marxistes européens font beaucoup de bullshit dans leurs termes, donc ils parlent avec des termes très compliqués, ça manque totalement de clarté et de rigueur, et ils essayent de réconcilier le marxisme avec un certain nombre de principes méthodologiques qui leur semblent plus importants, qui leur semblent plus clairs et raisonnables, notamment la théorie du choix rationnel, ou ce qu'on va appeler l'individualisme méthodologique. Tout ça, pour l'instant, c'est des mots qui flottent en l'air sans définition, mais c'est juste pour vous donner tout ça dans les grandes lignes. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre de l'intérieur la pensée du grand Karl, qui a écrit
en 1867 le premier volume du Capital, qui a été un livre dont il n'est pas exagéré de dire qu'il a changé la face de l'humanité, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais qui a eu une influence considérable sur la philosophie, l'économie, la sociologie, mais surtout la vie d'un grand nombre de personnes au cours du XXe siècle. Je vous ai mis sur cette diapo quelques podcasts. J'ai tenté de me plier à l'injonction que je vous ai donnée, de dire qu'il faut comprendre les choses de l'intérieur. Donc ça fait une semaine que j'écoute que des podcasts de marxistes. Ces trois-là sont pas mal. Les deux premiers sont en anglais et le troisième est en français. Donc c'est des spécialistes de Marx qui sont très compétents, qui vous expliquent Marx d'une manière très positive, eux-mêmes sont très convaincus des thèses de Marx. Alors, on va se concentrer sur Marx et Engels. Donc vous savez, Engels, c'est son grand ami, grand admirateur de Marx, son mécène aussi, et puis c'est celui qui va éditer les œuvres de Marx à sa mort. Donc ils écrivent beaucoup de travaux ensemble. On est toujours au début de la révolution industrielle. Ils constatent un grand nombre de changements. Donc vous savez, révolution industrielle en deux mots, vous avez l'exode rural, vous avez de moins en moins de personnes qui travaillent dans l'agriculture, de plus en plus de personnes qui viennent se concentrer dans la production industrielle, qui est très intense en machines. Il y a énormément de nouvelles machines à vapeur, notamment qui se mettent en place et qui développent différents types de production. Alors, il y a deux grandes choses qu'on va voir au sujet de Marx. Deux grandes approches qui sont importantes. Il y a d'une part son approche de l'histoire, qui est très influencée par Hegel, et il y a d'autre part son approche de l'économie, qui est très influencée par, étonnamment, des économistes libéraux qui sont Adam Smith et Ricardo, et on va voir comment. On commence par l'approche de l'histoire de Marx. L'idée centrale de Marx, qu'il appelle le matérialisme historique, c'est que toute l'histoire de l'humanité consiste dans le fait qu'on passe d'un certain rapport de production de richesse à un autre rapport de production de richesse. Okay. Donc, Marx insiste sur l'idée que ce qui est au cœur de l'histoire de l'humanité, c'est des questions de production économique. C'est pour ça qu'il appelle ça son matérialisme. Ce n'est pas les idées qui meuvent le monde pour lui. Ce qui meut le monde, c'est comment est-ce qu'on produit la richesse. La production même de la richesse avant la distribution. Donc, en ce sens-là, il est très sceptique du fait que c'est des idéologies qui vont changer les choses. Pour lui, les idéologies, elles dérivent des différents modes de production. Alors, pourquoi est-ce que les modes de production génèrent une dynamique historique ? Eh bien, pour la raison que chaque mode de production va opposer différentes classes et que ces classes, elles rentrent dans un conflit, dans une forme d'antagonisme qu'on appelle parfois contradiction, mais c'est mal nommé une contradiction, parce qu'une contradiction, ça ne peut jamais être vrai, mais c'est plutôt une tension, des intérêts différents qui font que ces différentes classes luttent. Et au bout d'un moment, cet antagonisme va faire que, on passe dans un nouveau mode de production. Okay. Les trois grands modes de production que définit Marx, alors il pense qu'il y a des sociétés primitives qui sont presque communistes, mais qu'on a quittées. Le premier mode de production, c'est l'esclavagisme, qui oppose principalement deux classes, à savoir les maîtres et les esclaves. Les esclaves ne sont pas propriétaires d'eux-mêmes, les maîtres au pluriel, oui. Les esclaves ne sont pas propriétaires d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier mode de production dans lequel il y a une forme de domination qui est très claire des maîtres sur les esclaves. Après l'esclavagisme, on passe dans un autre mode de production que Marx appelle le féodalisme. Et cette fois-ci, on a deux types de classes sociales qui sont opposées. On a les seigneurs d'une part et les serfs d'autre part. Les serfs sont propriétaires d'eux-mêmes, c'est plus des esclaves, mais néanmoins, ils doivent donner une grande partie de ce qu'ils produisent en nature au seigneur. D'accord ? Vous produisez du blé et le seigneur vient vous confisquer une partie importante de ce que vous produisez de force. Et puis on a enfin, dans le mode de production capitaliste, qui va être la cible de la critique de Marx, on a une opposition entre deux classes qui sont les capitalistes et les prolétaires, ou les capitalistes et les travailleurs, ou les salariés. Okay. On ne distingue pas ces trois manières de qualifier cette classe-là. D'accord ? Oui, André.
il y a aussi les bourgeois, donc c'est différente. Le mieux, c'est d'avoir, j'aurais peut-être pas dû mettre prolétaire là, parce que bourgeois, prolétaire, ça va plutôt ensemble. Et là, c'est mieux de dire capitaliste, travailleur. C'est la chose la plus. Dans les écrits scientifiques qui sont un peu moins des écrits militants, c'est plutôt l'acception qui retient. Hein. Mais c'est substantiellement la même chose. Une bonne manière de comprendre l'intérêt de la théorie marxiste, eu égard à cette brève progression ici, c'est de dire, ben regardez, dans les deux premiers cas, c'est évident qu'il y a des rapports de domination. Okay. Pourquoi là, il y a des rapports de domination? Parce qu'il y en a un qui possède les autres. Là, il y a un rapport de domination parce qu'il y en a un qui confisque la production aux autres. Et puis là, pourquoi il y a un rapport de domination? Avant Marx, il n'y a pas vraiment, évidemment, un rapport de domination ici. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il y a un rapport, enfin, les marxistes pensent qu'il y a un rapport de domination. Mais pourquoi il y en aurait un? Au départ, les travailleurs, ils sont libres d'aller travailler, ils ne sont pas forcés d'aller travailler, ils n'y vont pas un pistolet sur la tempe. Et en plus, ils ne reçoivent pas, en échange, on ne leur confisque pas le fruit de leur travail, au contraire, ils travaillent pour un salaire. D'accord ? Donc la thèse qui prévaut avant l'analyse de Marx, c'est que on est sorti de ces modes de production où il y avait clairement de la domination et on est dans un mode de production où il y a beaucoup moins de domination. Il y a effectivement une différence entre deux classes, mais ce n'est pas évident qu'il y ait un cas de domination problématique. Et l'idée de Marx, ça va être de montrer qu'en fait, il y a une forme de domination qui est cachée dans ce mode de production-là, qui repose sur ce que lui va appeler l'exploitation. Il va essayer de définir clairement ce qu'il appelle l'exploitation. Sa thèse, qui vous est sans doute familière, c'est que les capitalistes exploitent les travailleurs, mais il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par l'exploitation. Voici ce que dit Marx au sujet de cette dynamique de l'histoire. L'histoire de toute société jusqu'ici est faite d'antagonismes de classe. Antagonismes qui, selon les époques, ont revêtu des formes différentes. Mais quelle qu'ait été la forme revêtue par ces antagonismes, l'exploitation d'une partie de la société par l'autre est un fait commun à tous les siècles antérieurs. Okay. Donc vous voyez, la thèse de Marx ici, c'est que tous les modes de production ont pour point commun le fait qu'il y a une partie de la société qui exploite une autre partie de la société, y compris notre mode de production capitaliste. Okay. Pour les autres modes de production, ça se voit, mais pour le capitaliste, ça se voit moins. Donc son schéma de l'histoire, c'est le suivant. On part d'une société qui est l'esclavagisme, qui va être en proie à des contradictions internes, qui va faire qu'on va passer à un nouveau mode de production. C'est des modes de production, gardez ça en tête, c'est produire la richesse. C'est pas abstrait, c'est produire du blé, des chaussures, des chapeaux, des maisons, etc. C'est ça qui meut l'histoire pour Marx. Donc, il y a des contradictions internes dans l'esclavagisme qui fait qu'on passe au système féodal. Il y a des contradictions internes dans le système féodal qui fait qu'on passe au système capitaliste. Et puis, Marx pensait, en 1874, fin du XIXe siècle, qu'il y avait des contradictions internes dans le système capitaliste qui faisaient qu'on allait nécessairement passer au communisme. D'accord ? Alors, jusqu'ici, la prédiction ne s'est pas complètement vérifiée. Enfin, les systèmes capitalistes, le capitaliste a eu tendance à résister plus que ce que Marx prévoyait et peut-être espérait. Je vais revenir sur la différence dans un instant. Mais ce qui est important de voir, c'est que dans l'optique de Marx, cette analyse de l'histoire, c'est juste une analyse scientifique. Donc il dit juste qu'il y a des modes de production qui sont pétris par des contradictions internes, et ça fait qu'on passe à un mode de production suivant. Officiellement, Marx n'est pas quelqu'un qui est en train de dire c'est bien ou c'est pas bien que ce soit comme ça. Tout le vocabulaire normatif, c'est juste ou c'est injuste, c'est bien ou c'est pas bien, vivement qu'on arrive vers le communisme, c'est des choses qui sont officiellement étrangères au vocabulaire de Marx. Lui dit, moi j'ai juste une théorie scientifique, je décris le déroulement de l'histoire. D'accord ? On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'il y a eu c'est très difficile de lire Marx sans avoir l'impression très forte qu'il n'aime pas beaucoup ça et qu'il aime beaucoup ça. D'accord ? Mais dans la version officielle, on évite le vocabulaire normatif et c'est précisément ce qu'il oppose aux socialistes utopistes, à Fourier, Saint-Simon et d'autres, en disant vous cherchez à tracer un monde idéal, moi je regarde juste la dynamique interne de l'histoire qui est mue par des rapports de production économique et on va pouvoir grâce à ça comprendre pourquoi on passe d'un mode de production à un autre. Donc ça c'est ce qu'il appelle ce matérialisme historique et comme je vous le disais, c'est l'économie qui meut l'histoire et tout ce qu'on appelle, nous, l'idéologie, la politique, la moralité, c'est ce que Marx va appeler la superstructure d'un mode de production, et non pas sa structure, par opposition à sa structure de base.
Et la superstructure, ça dérive des modes de production. Okay. Donc vous avez des idéologies dans chaque mode de production. Ces idéologies, ce n'est pas elles qui déterminent le mode de production à être ce qu'il est. Au contraire, elles viennent valider après coup le mode de production. Okay. Elles viennent un peu justifier a posteriori le fait qu'on organise la production économique de telle ou telle manière. On verra des exemples dans un instant. Donc qu'est-ce que c'est je vais peut-être passer sur... Donc qu'est-ce que c'est que l'organisation économique d'une société? Marx distingue deux choses. Vous avez les ressources d'une société, ce qu'il appelle aussi les forces productives, qui peuvent être matérielles, technologiques, et les forces de travail qu'on va définir. Et puis vous avez les relations de production, à savoir qui c'est qui contrôle les ressources. Okay. Et c'est la manière dont ces deux choses s'articulent qui va faire que l'histoire va avancer. Okay. Donc on explique les changements idéologiques à l'aide des changements économiques. D'accord. Donc on dit souvent que Marx est un philosophe, qu'il est un sociologue, mais lui-même se conçoit avant tout comme un économiste. D'accord. Il pense que il faut comprendre les relations économiques pour comprendre l'histoire, pour comprendre l'exploitation, pour comprendre les raisons pour lesquelles le capitalisme court à sa perte. Alors, l'idéologie, qu'est-ce que c'est pour Marx? Ça relève de ce qu'il appelle la superstructure, ce qui est déterminé par les rapports de production économique. Et puis typiquement, une idéologie, elle va venir justifier a posteriori une organisation de la production économique en faveur de la classe dominante. Par exemple, nous on dit, si vous lisez Locke, on verra qu'on dira le libéralisme, on trouve chez Locke l'idée que la propriété privée c'est un droit fondamental. Marx va dire, quand il lit ce genre de choses, il fronce les sourcils, il dit, ben oui en fait, Locke dit ça parce que c'est juste quelque chose qui justifie le fait qu'un certain nombre de personnes possèdent plus que les autres. Donc l'idée que la propriété privée soit un droit fondamental, ça relève de la superstructure, c'est une idéologie qui vient justifier a posteriori une certaine répartition des biens, des marchandises et des rôles dans la production économique. Deuxième idée, l'idée que les capitalistes méritent leur production. Quand vous donnez ça à lire à Marx, et aux marxistes aujourd'hui vous voyez ça aussi souvent, dites oui, mais en fait, cette méritocratie, c'est juste une justification a posteriori qui sert l'intérêt des riches. D'accord. Donc il y a ce double mouvement des marxistes au sujet et de Marx au sujet de l'idéologie. C'est d'une part de dire que l'idéologie, elle est dérivée, elle n'est pas très importante, c'est les structures économiques qui sont les plus importantes, et d'autre part d'analyser l'idéologie en termes de quels sont les intérêts qu'elle sert. Okay. Si on croit à certaines choses, si on partage certaines valeurs, certaines convictions sur les droits de l'homme, la justice, les droits de propriété, c'est parce que ça vient étayer un mode de production, ça vient nous rassurer sur le fait que ce mode de production est le bon. D'accord. Oui, André. Mais du coup, comment est-ce que Marx se positionne lui-même son opinion, je sais pas si on va appeler son idéologie, mais quasiment le communisme. Alors lui dirait, moi... Ouais. Une idéologie. Mais comment est-ce que lui, du coup, se place par rapport à ça? Alors, il y a un peu une asymétrie dans cette progression-là, pour Marx, c'est que là, vous avez des contradictions internes, mais dans le communisme, vous n'avez plus des contradictions internes. Donc, vous n'avez plus des conflits de classe entre ceux qui sont dominants et ceux qui sont dominés. Okay. Donc, l'idée que l'idéologie, elle va venir justifier, légitimer a posteriori la position des dominés, ça ne marche plus, d'accord. Donc, lui, il pense qu'il ne fait pas d'idéologie, parce que dans l'état de développement des forces auxquelles on va arriver, il n'y aura plus de conflits de classe. Et il pense par ailleurs que en bon économiste, il regarde juste l'état des rapports de production et les contradictions internes qui vont mener d'un rapport de production à un autre. D'accord. Oui, Gabriel. Ce n'est pas une forme d'idéologie voir l'histoire ayant cette direction un peu finaliste. Alors, est-ce que ça, c'est une forme d'idéologie? Idéologie, c'est un terme qui signifie plein de choses. Ça peut être, parfois c'est connoté négativement. Chez Marx, c'est connoté négativement. Moi, quand j'ai dit on va étudier les idéologies politiques, je vous ai dit je ne voudrais pas que ce soit connoté négativement, parce qu'on veut juste envisager toutes ces idéologies
de manière interne, sans avoir de préjugés au départ. Pour Marx, l'idéologie, c'est défini de la manière suivante. C'est un corps de théorie, de croyance, qui est fondé dans la structure économique de la société. D'accord ? Donc il ne va pas concevoir lui-même ce qu'il fait comme quelque chose d'idéologique. On va voir les critiques de Marx peut-être en fin de cette séance et à partir de la prochaine fois. Même dans son histoire, il y a beaucoup des critiques qui peuvent être avancées. J'ai fait allusion à une maintenant, c'est que beaucoup de communistes attendent toujours le grand soir. Mais quand est-ce que le capitalisme va s'effondrer ? Il a une tendance à durer un peu trop longtemps pour eux. Et pour Marx, c'est juste une erreur pour un marxiste standard, on s'est trompé dans la prévision de ce qui allait se passer. Enfin, on l'a prévu trop tôt. Il y a beaucoup de littérature marxiste après qui essaye d'expliquer pourquoi est-ce que le communisme tarde à arriver. Peut-être qu'on peut qualifier tout ça d'idéologie. C'est clairement une théorie, d'accord ? Mais Marx dirait, dans mon sens d'idéologie, c'est pas une idéologie, parce que moi, je ne m'appuie pas sur des rapports de production pour justifier après coup ces rapports de production. Donc vous voyez que ça induit, c'est quand même important de bien voir ça, nous qui sommes philosophes, on est habitué à regarder les théories, les idéologies pour ce qu'elles disent et à voir quels sont les arguments en leur faveur ou à leur encontre. Mais si vous êtes Marx, vous regardez les idéologies, c'est la méritocratie par exemple, les idéologies du droit de propriété, comme presque des maladies qui émanent d'un système, d'accord ? Donc vous n'allez pas regarder à l'intérieur, savoir si c'est cohérent, si on peut faire des objections ou avancer des arguments en faveur de ces idéologies, mais vous les voyez comme des symptômes de rapports de force qui sont des rapports de force économiques, d'accord ? Une grande objection méthodologique qui va être faite à Marx là-dessus, c'est de dire, tu fais ce que les philosophes phonisent en général, qu'on appelle un sophisme génétique, tu dis qu'une théorie est fausse parce qu'elle a de mauvaises origines. Mais ça n'a pas d'importance, l'origine d'une théorie, si on veut évaluer la vérité de cette théorie. On reviendra là-dessus quand on fera les critiques de Marx. Mais en tout cas, c'est sa position officielle sur l'idéologie. Je vous lis juste les passages en gras. Le mode de production, c'est pas 1960, ouais, c'est peut-être là. Je crois que c'est 1869, il faut que je fasse attention à la date. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, avec un E, politique et intellectuel en général. Non, pardon, sans E. Le processus de vie sociale, politique, intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. D'accord ? Donc, ce n'est pas la manière dont on représente les choses qui font qu'elles sont ce qu'elles sont. Okay ? C'est d'abord les réalités économiques. Hein ? Quand on parlera des théories, des politiques de l'identité, on verra que ça, c'est une différence entre le marxisme et les politiques de l'identité. Dans les politiques de l'identité contemporaine, il y a beaucoup l'idée que c'est la manière dont on voit les choses, dont on se voit nous-mêmes, qui génère les choses. Il y a un poids très important qui est donné à la théorie qu'on a appelée le constructivisme social. Marx, ce n'est pas du tout un constructivisme social. C'est un réaliste au sujet des rapports économiques, et il pense que les rapports étant ce qu'ils sont, c'est ça qui génère nos différentes consciences. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures idéologiques. Okay ? Donc l'idéologie, on ne va pas passer trop de temps dessus, on va regarder les rapports économiques. Une grande influence sur Marx, c'est un philosophe, un idéaliste allemand, qui vient après Kant, Hegel, qui va influencer Marx à deux égards au moins. D'une part, vous savez sans doute que pour Hegel, il y a une grande idée, c'est que l'histoire progresse à l'aide d'un mouvement qui est thèse, antithèse, synthèse. Donc vous avez différentes choses qui s'opposent, et puis au bout d'un moment, vous avez un dépassement par une chose qui fait la synthèse des précédentes. Ça marche pour le développement intellectuel, mais aussi pour le développement historique, selon Marx, selon Hegel. Eh bien, Marx reprend ça, c'est ce qu'il appelle la dialectique de l'histoire. Il pense que chaque nouveau mode de production est un dépassement des modes précédents, okay, qui surmontent les contradictions des modes antérieurs. Donc il y a cette idée d'un progrès de l'histoire, si vous voulez, dans un sens d'un dépassement des impasses dans lesquelles on était précédemment. Donc ça, c'est la première inspiration hegelienne de Marx, c'est-à-dire on a des modes de production avec des tensions internes qui fait qu'on passe à un mode de production différent. Et la deuxième influence très importante de Hegel pour Marx, de Hegel sur Marx, c'est que pour Hegel, il existe avec un esprit
universel qui est plus que la somme des esprits, avec un S, particuliers. Okay. Donc ça c'est une version d'une thèse, une version forte d'une thèse qu'on appelle le holisme social. Qu'est-ce que c'est que le holisme social? En deux mots, c'est l'idée que les phénomènes sociaux sont plus qu'une collection de phénomènes individuels. D'accord? On peut parler de classe sociale. Une classe sociale, c'est plus que l'ensemble de ce que font les individus. Et la plupart des explications marxistes, c'est des explications qui sont holistes dans ce sens-là. On ne se demande pas comment est-ce qu'on peut ramener tel ou tel phénomène économique à des décisions individuelles, ce que vont faire les individualistes sociaux, mais au contraire, on va s'intéresser à des grands agrégats, au taux de profit, au taux de plus-value, à la valeur moyenne du taux de travail. On ne va pas regarder, on ne va pas essayer de comprendre le mouvement de chaque individu. Est-ce que je ne vous ai pas déjà dit ça? Alors, je vais y revenir plus en détail, mais je vous annonce un petit peu la suite qu'on verra quand on va voir en détail l'économie de Marx. Qu'est-ce qui fait que le capitalisme a une contradiction interne pour Marx? Pourquoi est-ce que le capitalisme court à sa perte? La grande thèse de Marx à ce sujet, c'est ce qu'on appelle la thèse de la diminution tendancielle du taux de profit. Et cette thèse, en deux mots, c'est l'idée que ce qui crée de la valeur, c'est le travail, et seulement le travail. Or, les capitalistes ont tendance à remplacer le travail par des machines. Donc plus ça va, moins on crée de valeur proportionnellement aux moyens qu'on emploie. D'accord? Donc le taux de profit va diminuer, et ça explique, pour Marx, la fin du capitalisme. Alors on va revenir en détail sur ce que Marx appelle le taux de profit, sur la plus-value et les différentes notions économiques dans un instant, mais retenez juste à ce stade qu'il y a une contradiction interne au capitalisme qui est une contradiction économique. D'accord? Bien, j'ai presque fini cette brève présentation de l'aspect historique de la théorie marxiste. Le dernier aspect, qu'on a touché du doigt déjà, c'est l'idée qu'il y a une ubiquité des relations de domination ou d'exploitation à travers l'histoire. Dans l'esclavagisme, les maîtres dominent les esclaves en les possédant. Dans le servage, les seigneurs dominent les serfs en leur confisquant une partie de leur production. Je me répète, pardon, je vous ai dit ça trop tôt tout à l'heure. Et puis, dans ce que Marx appelle parfois le salariat, qui correspond au capitalisme, au départ, il ne semble pas y avoir de domination. Le travailleur est propriétaire de lui-même, il reçoit un salaire, il est libre de ne pas travailler. Mais tout ce que va... Enfin, tout. Un des buts centraux de l'analyse économique de Marx, ça va être de montrer que si vous êtes un salarié, vous êtes exploité. D'accord? Si vous êtes le salarié d'un capitaliste, en réalité, vous ne pensez pas être un esclave, vous ne pensez pas être un serf, et jusqu'ici c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas exploité, qu'il n'y a pas une relation de domination entre vous et votre employeur. L'application sporadique de la coopération à grande échelle dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et dans les colonies modernes est basée sur des rapports immédiats de domination et de servage, et la plupart du temps sur l'esclavage. En revanche, la forme capitaliste de la coopération présuppose d'entrée de jeu un travailleur salarié libre qui vend sa force de travail au capital. Okay? Donc quand Marx dit ça, il dit a priori, pas de problème avec le capitalisme. On a un travailleur libre qui va vendre sa force de travail. On a bien le droit de vendre ce qu'on a, ce serait quand même fort de café de nous interdire de vendre ce qu'on a. Donc quel est le problème avec le capitalisme? Et là, ce que va vouloir faire Marx, c'est de dire, je vais vous montrer qu'en réalité, sous un aspect plutôt libre et joyeux, le capitalisme cache quelque chose qu'on retrouve partout, qui est une forme de domination, qui va appeler l'exploitation dans un sens très contraint. Et pour comprendre ce que c'est que l'exploitation, on va passer maintenant à l'analyse économique de Marx. Donc on a vu son analyse de l'histoire, en quelques grandes lignes, et maintenant on va passer à la chose principale pour comprendre Marx, à savoir comment est-ce qu'il analyse l'économie. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ou est-ce que j'ai été trop vite ou ça va? C'est bon? Bien. Alors, quelle est l'analyse économique de Marx? On le décrit souvent comme un philosophe, un sociologue, un journaliste, un historien, un révolutionnaire. Il a été, avec Engels, très militant, mais lui-même se décrit plus volontiers comme un économiste. Si vous ouvrez le Capital, vous vous rendez compte que d'emblée, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une marchandise? Qu'est-ce que c'est que sa valeur d'usage, sa valeur d'échange, la valeur travail, etc. Donc c'est
fondamentalement un économiste, et maintenant on comprend pourquoi, son analyse repose sur le matérialisme historique, pense encore une fois que c'est les relations économiques qui meuvent le monde. Donc son ouvrage majeur, c'est Le Capital, que je vous ai mis tout à l'heure. Le premier tome paraît en 1867. Il voulait rapidement publier les deux autres volumes. Les volumes 2 et 3 sont publiés de manière posthume avec l'aide de Engels. Et tout ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, l'élément central du Capital, qui donne son titre au livre, c'est d'essayer de comprendre le mode de production dans lequel on vit maintenant toujours, et dans lequel Marx vivait déjà à l'époque, qu'il appelle le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est le mode de production dans lequel les moyens de production, autrement dit les machines, pour faire simple, sont la propriété privée de quelques-uns. Donc dans un système de production capitaliste, les machines appartiennent à certains individus qu'on va appeler les capitalistes. Okay? Qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste? C'est quelqu'un qui possède des moyens de production. Et qu'est-ce que c'est qu'un travailleur, de l'autre côté? C'est quelqu'un qui ne possède pas de moyens de production. Il ne possède que sa force de travail. D'accord? Donc vous avez, ça définit deux classes sociales fondamentales. Vous avez ceux qui possèdent les usines et vous avez ceux qui ne possèdent pas les usines et qui ont simplement leur force de production. D'accord? Ça va être la raison centrale pour laquelle le socialisme va éradiquer cette distinction entre deux classes. Parce que dans le socialisme, ce qui est définitoire du socialisme pour Marx, c'est que dans le socialisme, il n'y a plus de propriété privée des moyens de production. Les machines, les usines, elles appartiennent à tout le monde. D'accord? Donc il n'y a plus de distinction entre la classe capitaliste et la classe des travailleurs. Alors, point important maintenant, avant qu'on vienne à l'argument central en faveur de la théorie de Marx, c'est que pour Marx, le travailleur, il possède une seule chose, c'est sa force de travail. Okay? Et Marx conçoit la force de travail comme une marchandise qui peut échanger. Vous pouvez vendre votre force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire vendre votre force de travail? Ça veut dire que vous vendez des petits morceaux de temps de travail. Okay? Vous pouvez aller voir un employeur et dire moi je vous vends 1 heure de mon travail. Ça c'est vendre votre force de travail. Okay? Je travaille 1 heure pour vous. Alors sur cette base-là, Marx va développer son argument standard qu'on va maintenant analyser en détail, qui part de la prémisse suivante, qui est que seul le travail crée de la valeur. Donc ça c'est une prémisse centrale sur laquelle on va revenir en longueur, sur lequel Marx revient lui-même en longueur, et qui va aussi faire l'objet d'un certain nombre de critiques de la part des adversaires de Marx. La théorie sur laquelle Marx s'appuie, c'est la théorie de ce qu'on appelle la valeur travail en économie. On essaye de comprendre la valeur d'échange des biens en termes de la quantité de travail nécessaire pour produire ces biens. Deuxième prémisse de l'argument de Marx, le salaire du travailleur est égal à la valeur de sa force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes salarié, que vous allez travailler, le salaire que vous recevez, c'est un salaire qui correspond uniquement à la valeur de votre force de travail. Qu'est-ce que c'est que la valeur de votre force de travail? C'est la valeur des moyens qui sont nécessaires à votre survie. Okay? Si vous allez travailler, ce que vous donne le capitaliste, c'est juste assez pour assurer votre survie pour que vous puissiez revenir travailler le lendemain. D'accord? Donc la valeur de la force de travail, c'est combien vous avez besoin de manger pour travailler 1 heure. Manger, vous chauffer, vous éduquer, enfin ça peut inclure des choses plus que la nourriture, vous soigner, etc. Donc le salaire du travailleur, pour Marx, c'est égal à la valeur de la force de travail. Maintenant, la valeur de la production du travailleur, elle est supérieure à la valeur de la force de travail. Autrement dit, quand vous allez travailler 1 heure, une partie de ce que vous allez produire correspond à ce dont vous avez besoin pour vous nourrir et vous soigner, et ça c'est ce que vous allez toucher en salaire, mais vous allez produire un peu plus que tout ça. Okay. Et ça c'est ce que Marx va appeler, on va le voir dans un instant, la plus-value ou le surtravail.
Donc la première conclusion à laquelle on arrive ici, c'est que le travailleur produit plus de valeur que ce qu'il en reçoit sous forme de salaire. D'accord ? Si vous travaillez 1 heure, peut-être que la première demi-heure pendant laquelle vous travaillez, vous produisez de la valeur qui va vous permettre de vous soigner, etc., qui va correspondre à votre salaire, mais la deuxième demi-heure pendant laquelle vous travaillez, là, vous n'allez pas toucher cet argent-là, il ne vous servira pas à vous nourrir, à vous soigner. Où donc va aller cet argent-là ? Grande surprise, il va aller dans la poche du capitaliste. D'accord ? Donc vous travaillez 1 heure, une demi-heure de votre temps de travail sert à reproduire votre force de travail, mais la seconde demi-heure de votre temps de travail, vous continuez à travailler, mais plus pour vous, pour le capitaliste. Ce que Marx appelle la période de surtravail. Okay. La 5e prémisse, c'est juste une prémisse de définition stipulative. Si une partie, si A reçoit une partie de la valeur créée, par B, alors A exploite B. Ouh là là, j'ai fait tout faux, je l'ai changé celle-là, je me suis perdu, excusez-moi. Alors A exploite B. Ok. Donc si A reçoit une partie de la valeur qui est créée par un autre individu B, alors A exploite B, ça c'est la définition de l'exploitation, et donc une conclusion de cet argument marxiste standard, c'est que le travailleur est exploité par le capitaliste. Donc ça c'est l'argument principal de Marx pour conclure que partout dans le système capitaliste, il y a de l'exploitation. Donc on est parti de l'idée, a priori dans le système capitaliste, il n'y a pas de domination. Effectivement, il y en a qui possèdent les moyens de production, d'autres qui ne les possèdent pas. Mais ceux qui ne les possèdent pas, ils vont joyeusement et librement travailler pour ceux qui les possèdent. Ils sont propriétaires d'eux-mêmes, ils touchent un salaire en échange, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ça, c'est la description irénique du capitalisme, selon Marx. Ce qui se passe en réalité, dit-il, c'est qu'il y a une forme de confiscation, c'est que les travailleurs travaillent toute une journée, une partie de leur journée, pour se faire confisquer le produit de leur travail, okay, par le capitaliste. Alors, on va reprendre les différentes étapes de cet argument calmement pour bien voir de quoi il retourne. Vous vous souvenez que la première prémisse de l'argument, c'est la théorie de la valeur travail, qui est au cœur de la théorie marxiste par laquelle commence le Capital pendant tout le premier chapitre. La question qui se pose ici, à tout économiste, mais il ne faut pas se sentir aliéné, comme dirait Marx, de l'économie, nos autres philosophes, parce que, comme vous savez, peut-être, à l'époque, l'économie, ce n'est pas encore une science autonome, c'est une science qui est dans le giron de la philosophie, comme beaucoup des sciences, la psychologie l'était avant, la physique à l'époque d'Aristote. Donc, à l'époque où Marx réfléchit sur l'économie, il réfléchit exactement comme on le fait en philosophe, on essaye de comprendre les concepts économiques fondamentaux, qu'est-ce que c'est qu'il faut pour que les différents agents en présence échangent une valeur, qu'est-ce que c'est qu'une valeur économique, etc. Donc il se pose en philosophe économiste, la question de savoir qu'est-ce que c'est que la valeur économique d'un bien ou d'une marchandise. Et quand les économistes se posent cette question-là, ils distinguent en général deux choses. Il y a la valeur d'un bien en termes de ce qu'on appelle son utilité ou sa valeur d'usage. Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est ce que j'en fais. L'eau, c'est utile parce que je peux boire. Le vélo, c'est utile parce que je peux faire du vélo. Mais il y a une autre valeur qui est d'un grand intérêt pour les économistes, c'est ce qu'ils appellent la valeur d'échange. Contre quoi je peux échanger ce que j'ai. Okay. Marx distingue ça, après Smith et Ricardo, et il pose la question de la valeur d'échange, en vertu de quoi, par exemple, un vélo est-il échangeable contre 2 pantalons? Okay. Pourquoi est-ce que je vais sur le marché, si je veux échanger un vélo, je peux obtenir 2 pantalons avec, et pas 3, et pas 4, et pourquoi, si j'en demande 4, on va me dire non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Ça, c'est ce qu'on essaye de comprendre. Donc, là, c'est un type d'échange, ce qu'on appelle un échange direct, un troc. Okay. Mais Marx n'est pas contre la monnaie. Il peut aussi y avoir de l'argent. La même question se pose au sujet de l'argent. Pourquoi est-ce que je vais sur le marché, si je vends mon vélo, je peux le vendre 200 francs, et si je vends mon pantalon, je peux le vendre 100 francs. Okay.
très beau pantalon. Et pas un très beau vélo. Je ne sais pas si j'ai pris, les bons prix. Bien, alors, quand vous avez une question comme ça, comment vous pensez que va répondre Marx? Je vous l'ai déjà un peu dit, mais quelle est la réponse la plus naturelle à ce stade? Tu sais? Je pense que pour Marx, ce serait le temps qu'on a mis sur, par exemple, le vélo et le regard. Exactement. La réponse pour Marx, elle est évidente, et elle ne vient pas de lui. Il la reprend, comme je vous ai dit, d'Adam Smith et de David Ricardo. La théorie de la valeur travail, ça va consister à dire la raison pour laquelle un vélo, ça vaut 2 fois plus cher qu'un pantalon, c'est qu'il faut 2 fois plus de travail pour produire un vélo que pour produire un pantalon. D'accord? Donc si Bob met 6 heures pour faire un pantalon et que Eve met 12 heures pour faire un vélo, alors Bob, j'ai mis des Bob et des Eve à la place des A et des B. Je ne sais pas si ça parle beaucoup plus. Si Bob met 6 heures pour faire un pantalon et que Eve met 12 heures pour faire un vélo, alors Bob devra donner... Ah, pardon, j'ai tout changé. 2 pantalons à Eve pour avoir un vélo. Je ne sais plus ce que j'avais avant. Pourquoi je me suis embêté à changer les exemples? Maintenant, c'est plein de fautes. Vélo et pantalon, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que la thèse de la valeur travail? C'est la thèse suivante. La valeur d'échange d'un bien A par rapport à un bien B correspond à la quantité de travail nécessaire pour produire le bien A rapporté à la quantité de travail nécessaire pour produire le bien B. D'accord? Je corrige mon bien 1 tout de suite. Donc la valeur d'échange des vélos par rapport au pantalon, ce sera de 6 divisé par 12, à savoir 0,5. Alors ça, à l'époque de Marx, comme je vous ai dit, c'est défendu par les économistes qu'on appelle les économistes classiques, par opposition aux économistes néoclassiques, et non pas les néolibéraux, néoclassiques ou marginalistes, qu'on étudiera quand on verra la critique de cette théorie dans les objections à Marx, peut-être la prochaine fois ou éventuellement aujourd'hui. C'est une idée qui a l'air très anodine comme ça. C'est une idée qui a l'air même assez naturelle au premier abord. La raison pour laquelle il y a des biens qui se vendent, qui s'échangent plus cher, c'est qu'il faut plus de temps pour les produire. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer la quantité de travail? Je viens de le dire en quelque sorte. Quantité de travail nécessaire à la production d'un bien, c'est le temps qu'il va falloir travailler pour produire ce bien. Maintenant, une objection que Marx voit poindre immédiatement, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on a d'un côté Jean qui est nul en couture, il met 18 heures pour faire un pantalon, puis de l'autre côté, moi qui suis trop fort, en 1 heure, je fais 7 pantalons. Okay, ça va être quoi le prix des pantalons? Parce qu'il y en a qui ont besoin de 18 heures pour en faire un, il y en a qui ont besoin d'1 heure pour en faire 17. Comment on va mesurer le prix d'un pantalon à ce moment-là? Quelle est la valeur d'échange d'un pantalon? Marx ici, et c'est une manifestation de ce que j'ai appelé tout à l'heure son holisme méthodologique, il va dire que la quantité de travail nécessaire pour produire un bien ou une marchandise se mesure dans les termes de la durée moyenne de travail socialement nécessaire à sa production. Okay. Donc le prix d'un pantalon, c'est la moyenne entre si on n'est que 2 producteurs, Jean et moi, c'est la moyenne entre le temps qu'il nous faut à nous deux pour produire un pantalon. Donc le prix d'un bien, d'une marchandise, ça va être fonction de la moyenne du temps nécessaire pour produire ce bien dans des conditions normales, à un degré moyen d'habileté, etc., dit Marx. D'accord ? Alors cette force de travail qui est à l'origine de toute la valeur qui est produite en économie, selon Marx, elle est très importante parce que Marx va dire que la force de travail, c'est elle-même une marchandise, et c'est la seule marchandise qu'il faut produire plus que ce qu'elle vaut elle-même. Donc la seule source de la production de nouvelles valeurs économiques, c'est la force de travail. Ça, c'est essentiel à son analyse de l'exploitation. Vous ne pouvez pas produire de valeur autrement que par de travail. Bien sûr que si vous êtes un capitaliste, vous avez envie de dire tout de suite, oui, mais les usines, les machines qu'utilise le capitaliste, elles ajoutent bien aussi une partie de la valeur à l'arrivée. Si vous êtes sur une chaîne de montage de je ne sais pas quoi, de voitures, les machines jouent un grand rôle ici. Mais la réponse de Marx à ça, c'est de dire la valeur que les machines ajoutent à la voiture qui sort de la chaîne de production, c'est la valeur de travail qui a été nécessaire pour produire les machines. Okay. Donc, au départ, c'est toujours le travail qui est à la source de tout. Okay. Quand vous avez l'impression que les machines ajoutent du travail, en fait, de la valeur, pardon, elles n'ajoutent pas de la valeur par elles-mêmes, elles ajoutent simplement de la valeur en vertu du travail qui a été requis pour produire les machines elles-mêmes. Okay. Donc,
Le travail est la source de toute valeur économique dans le sens valeur d'échange. André. Mais avec des machines capables de produire du coup plus vite, Uh-huh. et mon pantalon il va valoir moins après, normalement, non selon cette théorie. Oui, et ben là vous mettez le doigt sur ce que Marx va appeler la baisse tendancielle du taux de profit. Donc la baisse tendancielle du taux de profit, pour Marx, ça va être l'idée que en tant que capitaliste, vous allez avoir intérêt à remplacer les travailleurs par des machines, mais comme les machines, elles n'ajoutent plus de valeur, okay, parce que la valeur elle est déjà contenue, c'est déjà le travail qui est comment dire, sédimenté dans la machine, plus ça va aller, moins il va y avoir de profit et le capitalisme va s'effondrer. Okay, ça c'est son analyse. Jean. Est-ce que cette théorie, elle prend en compte quelque part l'offre et la demande? Parce que peut-être que oui, il faut un vélo met 2 fois plus de temps qu'un pantalon à produit, mais peut-être que on a une offre et une demande qui sont différentes et qui changent la valeur. Oui, alors ça va être une des grandes objections à Marx, à la théorie de la valeur travail. Là, vous me forcez à divulgacher, comme dirait mon collègue Simon-Pierre, à spoiler peut-être la critique principale à Marx, en tout cas une des critiques principales à Marx, c'est de dire que toute sa théorie repose sur une notion de valeur économique qui est aujourd'hui très largement abandonnée. Pour une raison en fait qui peut sauter aux yeux assez rapidement, c'est que si vous passez 18 ans à faire un pantalon très moche et que vous allez sur le marché en disant maintenant mon pantalon, qui c'est qui me l'achète 1500 francs, j'ai mis 18 ans à le faire, personne ne va en vouloir. Donc c'est pas parce que vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de travail dans la production d'un bien que ce bien est désiré. Okay, et parfois vous avez même des biens qui peuvent valoir très cher, alors même qu'il y a très peu de travail qui est nécessaire pour leur production. Si vous êtes dans le désert et puis qu'il y a un moment une oasis, le type qui possède l'oasis, il n'a rien fait du tout, il a juste mis une barrière autour, il a fait un petit peu, puis il peut vous vendre un verre d'eau à 1 million. D'accord ? Mais cette théorie-là, alors j'anticipe un peu sur l'objection maintenant qu'on y est. Est-ce que je dois vous dire maintenant ? Non, on y revient dans la critique. Okay, donc ça va être une difficulté centrale pour Marx. Mais pour le défendre ici, il faut se dire, c'est juste un argument d'autorité, apparemment, à l'époque, c'était la manière dont on concevait la valeur d'échange. Okay, donc il a repris ça de Smith et Ricardo, qui étaient quand même des économistes reconnus. Donc il n'est pas coupable de cette erreur-là. Par contre, comme il a assis tout son système sur cette analyse de la valeur économique, on a un vrai problème si on abandonne cette théorie de la valeur économique pour savoir si on peut comprendre les notions d'exploitation, de baisse tendancielle du taux de profit, etc. Lucie, vous avez une question ? Oui, alors faut que je vous en dise plus. Si ces questions vous brûlent des lèvres, j'anticipe sur la critique. Donc, on s'est posé la question au début, qu'est-ce qui fait qu'on échange un pantalon contre 2 vélos, ou qu'est-ce qui explique la valeur d'échange des choses? Et vous-même m'avez répondu, Lucie, c'est la quantité de travail qui est incorporée. Évidemment, je vous ai posé la question selon Marx. Donc, vous avez bien fait de répondre ça, c'était la question de Marx. Mais une autre réponse à ça, qui est venue tout de suite en tête aux économistes, c'est de dire ce qui explique la valeur d'échange des choses, c'est les besoins, l'utilité de ces différentes choses. D'accord ? Et non pas la quantité de travail qui est dedans, ce qui va dans le sens de ce que Jean appelait à l'instant, l'offre et la demande. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Adam Smith a abandonné cette théorie tout de suite. Il a abandonné cette théorie tout de suite en raison d'un paradoxe célèbre qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant. Adam Smith constate le fait suivant, il dit, regardez, l'eau, c'est très nécessaire, on ne peut pas faire plus utile que l'eau et ça ne coûte rien du tout. Un diamant, c'est complètement inutile, très marginalement utile, et ça coûte extrêmement cher. Donc si c'était les besoins qu'on avait des choses qui généraient leur utilité, on ne pourrait pas comprendre pourquoi la valeur d'échange de l'eau est inférieure à la valeur d'échange du diamant. D'accord ? Donc ça c'est en 2 mots, mais ça résume exactement le problème. La raison pour laquelle Adam Smith dit il faut passer à la valeur travail. Les besoins, ce n'est pas ça qui explique la valeur d'échange des choses. Okay ? Il faut qu'on passe à la valeur travail, et Marx hérite de ça, et dit, moi aussi, je m'appuie sur la valeur travail, mais ce que tu n'as pas vu, Adam Smith, toi qui es un vilain libéral, c'est qu'en réalité, la valeur travail, elle génère tout ce problème d'exploitation et de baisse tendancielle du taux de profit. Et la réponse à Marx, on va voir, par les économistes néoclassiques que je mentionnais maintenant, ou marginalistes, ça va être de revenir à l'analyse de la valeur d'échange en termes de besoins, ou d'offre et de demande,
et de corriger ça pour répondre à la question, au paradoxe de l'eau et du diamant, qu'on peut résoudre en fait assez facilement. On a quitté trop vite, d'après l'analyse la plus standard aujourd'hui, on a quitté trop vite la première analyse de la valeur d'échange en termes de besoins plutôt qu'en termes de quantité de travail. Je vous ai dit c'est un peu vite, mais c'est pas mal comme ça. Je répéterai quand on parlera, puis quand on en reparlera, et ça, peut-être les choses se clairifieront. Gabriel. J'ai deux questions. La première, c'est ici, Marx considère la force de travail comme vraiment une force physique, donc corporelle, parce que je me demande s'il y a une force de travail intellectuelle. Ce serait bien pour nous. Hein. Ouais. Et après, à propos du paradoxe du diamant et de l'eau, il y a aussi une explication, car il y a des choses qui sont plus rares à trouver que d'autres. Donc, et si on donne plus de valeur à un diamant, par exemple, mais ils sont rares à trouver, Ouais. on va lui donner une valeur différente. Ouais. Alors sur la première question, Marx insiste sur l'aspect physique de la force de travail, mais pour des raisons contingentes, c'est la révolution industrielle, puis à cette époque on doit produire des produits physiques principalement, mais il mentionne le fait qu'il y a aussi des capacités qui déterminent notre force de travail, notre habileté au travail, et les marxistes après lui incluent clairement dans la force de travail aussi des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités sociales. Donc si vous êtes salarié d'une entreprise aujourd'hui qui développe des logiciels, votre force de travail, si vous la mesurez en newton, elle ne va pas être beaucoup, parce que ça va être quelques petites pressions sur un clavier d'ordinateur. Mais évidemment, votre force de travail, ce n'est pas ça. C'est capacité à produire de nouvelles idées, etc. Et c'est ça c'est ça que vous vendez à votre employeur, à Google ou peu importe quoi. D'accord ? Donc ça inclut la force de travail, les forces non physiques. Votre deuxième question, excusez-moi, Michel. Sur le paradoxe, il y a la question des raretés des ressources. Ah, est-ce que la rareté... oui. Alors, je crois me souvenir que Smith discute de la rareté comme une possibilité, mais si vous avez la rareté sans le besoin, ça ne va pas expliquer les choses. Donc, si vous avez quelque chose qui est très rare, mais dont personne n'a de besoin, personne veut de ça, d'utilité, il n'y aura pas de valeur économique. Donc, c'est quand même Marx lui-même voit que sans utilité, il n'y a pas de valeur économique. D'accord ? Il pense que tout ce qui va avoir une valeur travail va devoir aussi avoir une certaine utilité. Mais ce qui va déterminer la valeur d'échange, c'est vraiment la quantité de travail. Mais en fait, tous sentent qu'il y a un problème avec ça. Hein. C'est vraiment, ils voient bien que si vous n'avez pas d'utilité, vous n'avez pas de valeur économique. C'est pour ça que quand on va introduire l'utilité marginale, la théorie qui va répondre à un paradoxe de l'eau et du diamant, tout le monde va dire « Ah ouf, on est enfin sorti de cette galère théorique qui était la valeur travail ». Et puis les critiques de Marx vont dire « Oui, en fait, il n'y a plus de notion d'exploitation si on accepte cette théorie de la valeur ». André ? Donc Marx postule que la force de travail, c'est la seule marchandise qui vaut, qui peut produire plus que ce qu'elle vaut. Ouais. Mais comment est-ce qu'il définit ce qu'elle vaut ? Ouais, et ben j'y viens dans un instant. C'est une très bonne question. Donc la valeur de travail, la marchandise, c'est la valeur, la force de travail, c'est une marchandise qui peut produire plus de valeur que ce qu'elle vaut, mais comment est-ce que la force de travail peut valoir quelque chose ? La seule valeur économique qu'on a, elle est définie par la force de travail elle-même. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un cercle problématique ? Avant que je réponde à cette question, je fais juste les deux autres points qui sont là. Le corollaire de cette thèse-là, c'est l'idée que les machines ne créent pas de richesse. Je vous l'ai dit, mais on insiste, les machines elles-mêmes, elles ne font que transférer la richesse qu'elles contiennent déjà, les valeurs qu'elles contiennent déjà, en vertu du fait qu'elles ont été produites par du travail. Okay ? Donc les machines elles-mêmes, leur valeur vient du travail cristallisé en elles qui a été nécessaire pour les produire, et elles ne font que transférer cette valeur-là aux objets qui sont produits après, donc elles ne génèrent pas de surcroît de valeur par rapport à la valeur qui a été nécessaire à leur production. Et là, c'est juste un point terminologique, mais qui va être important pour les quelques équations qu'on va voir dans un instant. Marx va distinguer ce qu'il appelle le capital variable, qui correspond au travail. Pourquoi est-ce qu'il est variable ? Justement parce qu'il produit plus de valeur que ce qu'il a, du capital constant, à savoir les machines, qui font que transférer la valeur à la marchandise finale sans l'augmenter. Donc le capital variable, c'est le travail, le capital constant, c'est les moyens de production. Alors, je réponds à la question, encore une diapo, je réponds à la question d'André. Non, il est trop tard, vous allez vous épuiser.
Je vous laisse prendre la pause avec cette question qui vous brûle les lèvres. Comment mesurer la valeur de la force de travail? Et on retrouve ça, on répond à ça à 24 tout à l'heure. Pause de 10 minutes. Excuse-moi, j'ai juste une question par rapport au Attendez. devoir. Est-ce que j'enregistre? Alors on va faire des choses il faut juste que j'y pense à chaque fois parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Mais là, ça enregistre, en principe, ça marche. Je crois que j'ai mis le lien sur le. Oui, parce que je l'ai vu déjà. Si vous retrouvez sur le modèle. Une question aussi, c'était quoi? Oui, le séminaire sur les émotions. Je pense que j'aurais bien voulu pouvoir le suivre, mais je ne l'avais pas. Vous avez une liste de lectures que vous avez fait là-dessus ou... Si vous avez sur le Moodle, on va dire 5 textes que vous avez déjà. Enfin 6 parce que j'en ai même 7. Il va y avoir 5 présentations sur des textes. Là, j'ai donné à lire un article à moi, parce que la première partie où je faisais un peu la synthèse des théories qu'on a discutées. Et puis après, il y a 5 autres articles, plus un article lié à la conférence de Fabrice Terroni en mars. Sur le Moodle, vous avez tous ces sources. Non, il faut que je me réinscrive, je crois que j'ai perdu l'accès maintenant. Ah ouais, ça faut pas. Dites-moi si vous avez un souci, mais en principe, si vous redemandez l'accès en tant qu'auditeur, vous avez le droit. Vous êtes toujours auditeur. Oui, voilà. Mais je pense, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais je pense que vu que je suis un auditeur, dès que le semestre se finit, plus ou moins, il faut directement l'accès. Je sais pas. Il me semble que vous devez le faire à chaque fois. Réécrivez un petit pouce en disant j'ai besoin d'accéder au Moodle et vous pouvez me mettre en ligne. Je pense que pour le ça marche pas. Ça marche. Ah, merci. Je vous en prie. Je suis ouvert. Ouais, c'est pas connu.
Bien, alors on vient de passer 10 minutes de pause insoutenable à cause de la question d'André qui a pas tenu manifestement. Donc la question d'André qu'on veut comprendre maintenant, c'est comment est-ce que la force de travail peut avoir une valeur. La force de travail, c'est ce qui permet de comprendre la valeur de toutes les marchandises. Mais la force de travail, c'est elle-même une marchandise qu'on peut vendre, donc elle doit avoir une valeur. Mais comment est-ce qu'on va mesurer la valeur de la force de travail? Okay. Et pour comprendre ça, il faut passer à l'examen de la seconde prémisse. Donc on a vu la première prémisse jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que seul le travail crée de la valeur. Seconde prémisse de l'argument marxiste nous dit le salaire du travailleur est égal à la valeur de sa force de travail. Mais qu'est-ce donc la valeur de cette force de travail? Okay. Donc ça, c'est l'objection d'André reformulée. Si la force de travail est une marchandise, sa valeur d'échange dépend de la quantité de travail nécessaire à sa production. Mais ça paraît absurde, il n'y a pas de travail nécessaire à la production de la force de travail. Okay. La réponse de Marx, elle est assez jolie. Il dit bien sûr que si, la quantité de travail qui est nécessaire à la production de la force de travail, c'est la quantité de travail qui est nécessaire à la production des moyens de subsistance du travailleur. Donc la valeur de votre force de travail, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la valeur de ce que vous avez besoin pour vous reproduire. Dans la terminologie de Marx, ça ne veut pas dire forcément faire des enfants, ça veut dire survivre. De quoi vous avez besoin pour survivre, pour travailler l'heure suivante. Donc c'est la quantité de choses que vous devez ingérer, quantité de médicaments que vous devez prendre, etc. Ces marchandises-là que vous devez prendre pour renouveler votre force de travail, eh ben, elles ont une valeur et c'est la quantité de travail qui est nécessaire à leur production. Okay. Donc l'idée de Marx, j'arrive tout de suite, l'idée de Marx, c'est la force de travail elle-même, elle a une valeur, c'est la quantité de travail qui est nécessaire à produire les moyens de subsistance à la reproduction de la force de travail. Lucas puis André. Oui, mais instinctivement, il n'y a pas une circularité qui nous guette un petit peu dans cette réponse, parce qu'après, il y a la valeur des moyens de subsistance du travailleur, comment est-ce qu'elle est réglée, c'est la force de travail, les travailleurs qui ont produit ces moyens de subsistance, et ensuite la valeur de la force de travail, c'est la valeur des moyens de subsistance des travailleurs qui ont produit les moyens de subsistance. Le premier travailleur, on dépend fortement de lui, quoi. C'était votre question aussi, André? Alors, c'est un problème que Marx, à ma connaissance, ne touche pas du doigt, mais que les critiques ont mis en avant, notamment Baumbaver, dont on parlera brièvement, qui est une des premières critiques marginalistes de Marx, qui dit en fait sa thèse selon laquelle seul le travail produit de la valeur, et se heurte à des choses évidentes, qui est qu'un pommier, ça produit de la valeur, que si vous vous baissez pour ramasser un morceau de nourriture, c'est pas toujours comme ça, mais malgré tout, il y a un certain nombre de valeurs qui sont produites par la nature. Et quand Baumbaver dit ça, il reprend une vieille thèse d'économistes qu'on appelait les physiocrates, qui eux pensaient que la seule chose qui produisait de la valeur, c'était la nature. Okay, donc c'est l'agriculture pour les physiocrates, la seule source de valeur. Donc Marx est complètement opposé à ça, parce que pour lui, c'est le travail, et il va dire, ce qui crée de la valeur, c'est le fait que vous vous ramassiez pour aller chercher la pomme. Mais au départ, il faut bien quelque chose qui crée de la valeur. Et comme on parle ici de reproduction de force de travail, on a envie de dire, c'est une forme de nourriture qui est donnée, ou peut-être déjà les réserves à votre naissance, les réserves d'énergie que vous avez déjà, ou quelque chose comme ça. Donc la valeur de la force de travail, c'est la valeur des moyens de subsistance qui sont nécessaires à la survie du travailleur. Ok, donc on a notre deuxième prémisse maintenant. Première prémisse, seul le travail crée de la valeur. Deuxième prémisse, le salaire du travailleur est égal à la valeur de sa force de travail. Ça c'est la prémisse, c'est une prémisse importante pour Marx. Marx dit le capitaliste, il va juste donner assez au travailleur pour que le travailleur puisse revenir le lendemain, qu'il puisse continuer à travailler sur sa machine. Pardon, peut-être j'aurais dû dire quand même, pourquoi est-ce que le capitaliste ne va pas donner plus? Une des raisons pour lesquelles le capitaliste n'a pas besoin de donner plus, selon Marx, c'est que vous avez ce que Marx appelle une armée de réserves industrielles, qui sont les chômeurs. Et si jamais le travailleur ne veut pas de salaire parce qu'il est trop bas, le capitaliste va dire, je ne te prends pas toi, je prends l'autre, parce que l'autre il est au chômage et lui il acceptera le salaire. Donc le fait qu'il y ait des chômeurs tire les salaires vers le bas. Là-dessus, Marx n'est pas très original, ça c'est aussi quelque chose d'accepté dans la théorie économique standard. Mais le seuil en deçà duquel le salaire ne peut pas descendre, c'est celui qui est décrit dans la seconde prémisse.
Troisième prémisse, la valeur de la production du travailleur est supérieure à la valeur de sa force de travail. Donc il touche un salaire qui correspond à la première demi-heure de son travail, mais il produit plus que ça. Cette différence, c'est ce que Marx va appeler la plus-value, qu'on traduit aussi parfois par la valeur de surplus. Mais la plus-value, c'est la traduction de loin la plus commune. Le capitaliste ne donne au travailleur que ce qui est nécessaire à sa survie. Or, le capitaliste, quand il vend la marchandise, eh ben, il la vend plus cher que le salaire du travailleur ou le salaire de tous les travailleurs. Donc il y a une différence. Et cette différence, alors j'oublie le coût des coûts de production, j'y reviendrai dans un instant, mais ce n'est pas crucial. Il y a une différence dans tous les cas, et cette différence, c'est la plus-value. L'idée, c'est que le travailleur, il travaille une partie de sa journée pour produire de la valeur que va s'accaparer le capitaliste. Qu'est-ce que c'est que la plus-value ? C'est la valeur des biens produits par un travailleur pendant un certain temps, moins la valeur des biens nécessaires à la reproduction de sa force de travail pendant ce temps. Okay. Autrement dit, c'est le temps travaillé, moins le temps requis pour produire la force de travail. Il y a un concept corollaire à la notion de plus-value. Donc la plus-value, c'est du point de vue du capitaliste. Du point de vue du travailleur, il y a ce que Marx appelle le surtravail. Si vous travaillez pendant 1 heure, le surtravail, ça commence à partir du moment où la valeur que vous produisez va aller dans la poche du capitaliste et plus dans la vôtre. Okay. Donc ça nous permet d'arriver à la première conclusion. Le travailleur produit plus de valeur que ce qu'il en reçoit sous forme de salaire. Maintenant, on veut montrer que cette valeur-là, elle va dans la poche du capitaliste. Comment est-ce qu'elle va dans la poche du capitaliste ? Je vous donne juste un petit exemple mathématique. Admettons qu'il faille 6 heures pour produire les moyens de subsistance d'un travailleur pour une journée et qu'une heure de travail vaille 10 francs. La force de travail d'un jour pourra être achevée pour 60 francs par le capitaliste. Si le capitaliste ne fait travailler son employé que 6 heures, son travail ne créera par hypothèse que 60 francs de valeur et en vendant son produit, le capitaliste ne fera aucun profit. Mais pour faire un profit, le capitaliste doit faire travailler le travailleur plus de 6 heures. Si ce dernier travaille 10 heures, son travail créera 10 fois 10, 100 francs de valeur. Comme le coût de la subsistance du travailleur, à savoir son salaire, n'est que de 60 francs, le capitaliste, en vendant le produit du travail de l'ouvrier, gagnera 40 francs. Okay. Ces 40 francs correspondent pour le travailleur au surtravail et pour le capitaliste à la plus-value. Cette plus-value est le fruit du travail du travailleur, elle est confisquée par le capitaliste. Et c'est grâce à cette notion de plus-value que Marx va pouvoir maintenant définir sa notion d'exploitation. D'accord ? Donc ce que le travailleur produit en plus, le capitaliste se l'accapare. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? Eh bien, Marx va définir le taux d'exploitation, qu'on peut aussi définir comme le taux de plus-value de la manière suivante. C'est le temps de travail, le temps travaillé, pardon, je ne peux pas mettre d'accent dans les formules, le temps travaillé moins le temps requis pour produire la force de travail, autrement dit la plus-value, divisé par le temps requis pour produire la force de travail. Et vous avez différentes formulations de ça, qui sont des reformulations qui vous permettent de réviser votre jargon marxiste. Cette différence-là, entre le temps travaillé et le temps requis pour produire la force de travail, c'est par définition la plus-value. Okay. Le temps requis pour produire la force de travail, c'est aussi ce que Marx, on l'a vu, appelle le capital variable. Ça correspond au coût du travail, okay, parce que le salaire correspond juste au temps requis pour votre force de travail. Ça correspond, travail nécessaire, temps requis, c'est la même chose, travail nécessaire à la reproduction du travailleur, et ça correspond au travail payé. Okay. Donc tout ça, ça veut dire la même chose, mais vous avez un taux d'exploitation, et ça, c'est la notion centrale pour Marx. Le capitaliste confisque une partie de la valeur créée par le travailleur, et parfois à des taux qui sont élevés et qui peuvent augmenter. Alors, l'exploitation, quand on vous dit ça, vous vous dites c'est pas bien. C'est intéressant cette notion d'exploitation. C'est une question de savoir qui a le premier parlé d'exploitation. Je me demande si c'est Marx. Parce que, en tout cas, avant qu'on applique le concept d'exploitation à des questions économiques, quand on parlait d'exploitation, on parlait d'exploitation minière ou d'exploitation forestière. Il n'y avait pas d'idée d'exploitation en termes économiques. Donc, peut-être, c'est une hypothèse que j'aimais, je n'ai pas fait les recherches historiques pour l'affirmer, peut-être que la notion d'exploitation dans son sens économique, c'est Marx
qu'il introduit. Dans tous les cas, la question se pose de savoir si l'exploitation, c'est une notion normative. Est-ce que c'est mal l'exploitation? Et là, vous avez un débat parmi les marxistes, qui est en fait invité par Marx lui-même. Vous avez des marxistes qui disent oui, l'exploitation, c'est vraiment pas bien, et c'est pour ça qu'il faut renverser le capitalisme. Et puis vous avez des marxistes qui disent non, il n'y a pas de raison de renverser le capitalisme. La théorie marxiste, elle est juste scientifique. Elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Elle dit juste le capitalisme va être renversé, c'est la dynamique de l'histoire, la dialectique de l'histoire, et l'exploitation, c'est ni bien ni pas bien, c'est juste le cas. Et puis on va arriver au communisme, et puis les communistes, c'est ni bien ni pas bien, ce sera juste le cas. Okay. Cette tension-là, comme je vous disais en introduction, elle est invitée par Marx lui-même. Marx se défie de l'idéologie, on a vu, il pense que l'idéologie reflète les rapports de production, donc il essaye d'avoir un discours purement scientifique en disant voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer, et je n'utilise pas de vocabulaire normatif, bien, pas bien. En particulier, gardez ça en tête, Marx ne parle jamais d'injustice. Okay. Donc quand vous entendez aujourd'hui, moi je suis marxiste, je lutte contre les injustices, vous ne trouvez pas une occurrence du mot injustice chez Marx. Là, je m'avance un peu, il faudrait que je refasse ma petite recherche dans le Capital, mais ce n'est pas du tout le vocabulaire de Marx. D'accord ? Donc ça, c'est la thèse officielle de Marx. Mais évidemment, n'importe quel lecteur de Marx trouve qu'il y a quelque chose d'un peu mensonger là-dedans, parce que même si officiellement Marx ne veut pas être normatif, ses préférences sont transparentes. D'accord ? Vous lisez Marx, vous dites très clairement, il pense que l'exploitation c'est mauvais, et il pense que c'est une bonne chose que le communisme mette fin à l'exploitation. Donc Marx, moi ça, c'est ce que je viens de vous dire, je me suis divulgagé moi-même. Marx critique toute philosophie normative ou utopiste. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Simon, Owen, Charles Fourier. Lui, il ne veut pas du socialisme utopique, il veut du socialisme scientifique. Et donc, officiellement, il évite tout vocabulaire normatif. Évidemment, quand il dit bourgeois, quand il dit capitaliste, ça sonne pas très bien, alors que quand il dit prolétaire, travailleur, ou comme il dit à la fin, avec Engels, à la fin du manifeste du Parti communiste, prolétaires de tout pays, unissez-vous, ça semble être quand même quelque chose de très normatif. Alors, quelle heure il est ? Est-ce que j'ai le temps de vous parler de cette histoire de valeur travail? Direct. Et indirect. Écoutez, je vais passer ça, qui se comprend bien par lui-même parce qu'il faut qu'on avance. Mais là, c'est juste une petite complication qui ne change pas grand-chose au fond de la théorie. Petite complication qui est due au fait comment est-ce qu'on intègre la contribution des machines à la valeur des produits. Okay. Je dis, les machines, elles ne créent pas de valeur, elles font que transmettre la valeur. Pareil pour les matières premières, ça ne crée pas de la valeur, mais le capitaliste doit quand même les acheter. Et c'est juste une petite complication qui permet de comprendre quel rôle ça joue et comment est-ce que Marx intègre ça. Alors on en vient maintenant à la deuxième grande thèse économique de Marx, qui est ce qu'il appelle la baisse tendancielle du taux de profit, qui est exposé cette fois dans le volume 3 du Capital, qui est paru de manière posthume et qui était censé résoudre tout un tas de contradictions, en tout cas de problèmes qui étaient laissés ouverts par le volume numéro 1, et un certain nombre d'économistes, dont Baumbawerk, qui va écrire une critique assez verte de ce troisième volume, ont été très déçus en disant qu'il y avait plein de problèmes après le premier volume, tu nous as annoncé que tu allais les résoudre, mais en fait tu ne résous rien du tout. Alors, une des idées dont vous avez sans doute entendu parler, que Marx introduit dans le troisième volume, c'est que de manière inhérente au capitalisme, il va y avoir une baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que c'est le taux de profit ? C'est la plus-value du capitaliste qui est divisée par tous les coûts qu'il investit. Et les coûts, ils incluent le coût du travail, le capital variable, les salaires, et le coût du capital constant, les matières premières et les machines, et l'entretien des machines, la réparation des machines, les loyers, etc. Okay ? Donc, le taux de profit, c'est la plus-value que vous tirez de ces activités, moins la totalité des coûts du travail et de production que vous investissez. Maintenant, l'idée de Marx, c'est que ce taux de profit va avoir tendance, sur le long terme, à diminuer. Et pourquoi est-ce qu'il va diminuer ? Pour une raison assez simple, je reviens à ma diapo précédente, c'est que le capitaliste va avoir tendance à remplacer le capital variable par le capital constant, autrement dit, les travailleurs par des machines. C'est plus facile, les machines, c'est plus fiable, ça pose moins de problèmes, et surtout, il y a un progrès technique qui fait qu'il y a une amélioration du rendement des machines, qui fait qu'à l'arrivée, le capital constant
va prendre de plus en plus de place ici. Okay, et proportionnellement, le capital variable va prendre de moins en moins de place. Pourquoi est-ce que ça induit une baisse tendancielle du taux de profit? Parce que la plus-value ici, elle dépend uniquement du capital variable. D'accord? Autrement dit, elle dépend uniquement du travail. La seule chose qui fait qu'on crée de la valeur supplémentaire, c'est votre période de surtravail si vous êtes salarié, le moment où vous travaillez au-deçà du prix de votre salaire. Donc, puisque la quantité de travail va diminuer, eh ben, ce quotient-là va baisser naturellement. Il va y avoir de moins en moins de plus-value et de plus en plus en bas dans la structure de capital constant. Donc, il devrait y avoir une baisse tendancielle du taux de profit. Et ça va faire que le capitalisme va courir à sa perte. C'est une contradiction interne au capitalisme qui va mener à sa destruction d'après Marx. Ah, j'ai mis ça là. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça là? Ouais, je vais le laisser là. Il faut quand même que je vous le dise, mais je ne sais pas où vous le dire. Alors, qu'est-ce qui va apparaître après l'effondrement du capitalisme? On en parlait? Oui, pardon, excusez-moi. J'ai pas compris une chose, parce que s'il part de l'axiome que les machines sont une cristallisation du travail des ouvriers, et donc une augmentation de l'utilisation de ces machines augmente automatiquement la masse de travail cristallisé, de valeur. Donc, il me semble que c'est en contradiction avec l'idée que cela va engendrer une perte de plus-value. Parce que, en fait, la plus-value, elle va augmenter, plus les machines augmentent, plus on aura de plus-value par rapport à la force de travail. Pour produire les machines, vous voulez dire? Voilà. Oui, c'est un bon point, mais l'idée de Marx ici, c'est de dire il y a la productivité des machines qui va augmenter. C'est-à-dire avec la même quantité de travail, on va faire des machines on va faire soit de plus en plus de machines, soit des machines qui durent de plus en plus longtemps, soit surtout des machines qui vont produire de plus en plus. D'accord? Donc avec 2 heures de travail, maintenant on va faire une machine qui produit de plus en plus de peu importe quoi, de chaussures, de parapluies, ce que vous voulez. Et c'est ça qui va générer. Donc vous avez la même quantité de travail au départ, mais vous avez une augmentation de la productivité des machines. Et ça va faire baisser la baisse tendancielle, ça va faire baisser le taux de profit. Mais vous voyez que dans cette réponse-là, se niche une forme d'objection à Marx qui est de dire, mais à ce moment-là, tu acceptes que les machines peuvent produire plus. D'accord? Parce que si avec la même quantité de travail, maintenant vous avez une machine qui produit plus, ça veut dire qu'il n'y a pas que le travail qui produit de la richesse, il y a aussi les machines. D'accord? Et ça, c'est une autre grande objection à la théorie de la valeur travail de Marx et à son idée que seul le travail génère de la richesse, c'est que les machines, elles contribuent fortement à la production de la richesse et qu'une grande partie des gains de productivité qu'on a connus depuis la révolution industrielle sont dus à la participation des machines dans un sens très large, aussi des améliorations dans l'organisation du travail, dans tout un tas dans le transport des biens, etc. Donc pour que cette réponse marche, peut-être qu'il faut admettre que s'il peut y avoir une augmentation de la productivité des machines, que les machines puissent produire plus. Et ça va être une objection qu'on verra quand on sera dans les objections. André, c'était le même... Oui, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on va? Je veux quand même vous le dire, c'est un peu, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, cette diapo ici, mais il faut quand même que vous sachiez ça. Où est-ce qu'on va une fois que le capitalisme s'effondre? Je vous ai dit, Marx, il se veut socialiste scientifique, donc il va donner très peu de détails sur à quoi va ressembler le socialisme et à quoi va ressembler le communisme. Vous n'allez pas trouver, comme chez Fourier, l'idée qu'il va y avoir une mer de limonade avec un troisième bras, ça c'est complètement opposé à l'idée de Marx. D'accord? Mais il donne quand même quelques indications. Au départ, il ne distingue pas le socialisme et le communisme, et puis un peu plus tard, il va les distinguer de la manière suivante. Le socialisme, donc ça arrive après, c'est le prolétariat qui prend le pouvoir, et qui met fin à la propriété privée des moyens de production, suite à une révolution, qui met fin à la propriété privée des moyens de production et qui introduit une propriété collective de ces moyens de production. Sous le socialisme, c'est donc l'État qui planifie l'économie. L'État, autrement dit la collectivité des individus, on possède maintenant collectivement les machines, les usines,
il faut planifier quoi produire, comment produire, c'est l'État qui va planifier ça, l'économie. Et puis comment est-ce que l'État va répartir les richesses? À l'aide de la valeur travail, il va donner à chacun selon son travail. Ça, c'est sous le socialisme au départ. Okay. Donc si vous travaillez beaucoup, vous gagnerez un petit peu plus. Et puis, Marx dit, il va y avoir sous ce système, ce mode de production, une telle abondance de biens qui vont être produites que très rapidement, il n'y aura plus besoin de propriété privée. Il n'y aura plus non plus besoin d'État pour planifier la production et répartir les ressources au pluriel. Il suffira en gros de de se baisser pour ramasser les richesses qui sont produites. Et puis on pourra passer du principe à chacun selon son travail au principe à chacun selon ses besoins. Mais là, c'est très très vague ce qu'il appelle le communisme ici. C'est plutôt une forme d'attente optimiste, mais il en dit très peu. Donc on ne peut pas vraiment objecter à Marx, comme on objecte à d'autres socialistes utopiques, que ça, c'est pas produit. La chose qui est importante, c'est qu'il y a une étape dans le développement où il y a collectivisation des moyens de production, planification de l'économie et augmentation de la richesse produite. D'accord ? Ça, c'est quelque chose auquel Marx croit très fort. Ça va être un des points d'objection, une des objections importantes des philosophes libéraux qui vont dire, des économistes et philosophes libéraux qui vont dire, en fait, il y a une contradiction. À chaque fois que vous avez une économie planifiée, une collectivisation des moyens de production, vous observez l'inverse empiriquement. Il n'y a pas plus de richesse produite, mais il y en a moins. Et il y a des raisons théoriques qu'on étudiera rapidement la prochaine fois, je pense, pour dire qu'il ne peut pas vraiment y avoir une augmentation de la production de richesse sans le marché. Et vous allez avoir un certain nombre de philosophes marxistes, dont Trotsky notamment, qui vont faire des concessions à l'économie de marché quand ils vont constater dans les faits que la collectivisation des moyens de production, ça conduit à des famines terribles et qu'il faudrait essayer de réintroduire une augmentation de la production avec un retour à la privatisation. Mais ça, on en parle la prochaine fois. Alors, ou peut-être, dans un instant, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapos. Alors, si on résume l'économie de Marx, il y a 3 thèses centrales, et les 2 secondes dépendent de la première. La thèse centrale, c'est la thèse de la valeur travail. Okay. La valeur d'échange des marchandises correspond à la quantité de travail nécessaire, ou dépend de la quantité de travail nécessaire qui est à leur production. Oubliez le directement ou indirectement, c'est les 2 diapos que j'ai sautés tout à l'heure. Cette thèse, elles font 2 autres thèses. La première thèse, c'est l'idée que les travailleurs sont exploités par les capitalistes. Cette thèse, elle a une lecture normative et une lecture non normative. Lecture normative, et c'est pas bien. Lecture non normative, c'est juste un fait, il y a une exploitation, c'est comme ça. Et puis la deuxième thèse, c'est que le capitalisme est miné par une tendance de fond, qui peut avoir certaines choses qui la ralentissent un petit peu, mais tendance de fond, qui est la diminution tendancielle du taux de profit. Et c'est ça qui permet à Marx de prédire l'effondrement du capitalisme. Bien, alors il y a une dernière chose dont il me faut vous parler au sujet de Marx, qui est que Marx reprend à Hegel cette notion dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui n'est pas la mieux définie de ces concepts, mais qui a quand même beaucoup fasciné, qui est la notion d'aliénation. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement que l'aliénation ? C'est l'idée que dans une économie capitaliste, sous l'effet notamment de la division du travail, qui est décrite par Adam Smith, votre activité en tant que salarié, si vous êtes salarié et non pas capitaliste, va perdre son sens. Vous n'allez plus comprendre pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, quel est votre rôle dans la société, quel est votre rapport à ce que vous produisez, etc. Il y a différentes manières. Alors, ça, c'est l'idée présentée de manière un peu générale et on va essayer de lui donner corps à travers quelques exemples. Marx dit qu'il y a au moins 3 manières dont le travailleur est aliéné. Aliéné à quoi ? Il va être aliéné d'une part de son travail parce que c'est le capitaliste qui contrôle les conditions dans lesquelles le travailleur exerce son travail. C'est lui qui fixe les horaires de travail, c'est lui qui dit tu travailles à cet endroit et pas à tel autre, c'est lui qui impose les cadences de production, etc. D'autre part, c'est le capitaliste qui va organiser une compétition entre les travailleurs. Et ça a pour effet d'aliéner les travailleurs les uns aux autres. D'accord ? Parce que vous allez vous dire, les autres, ils risquent de me prendre mon travail,
ou au contraire, ceux qui sont au chômage, ils exercent une pression à la baisse, enfin pas au contraire, ils exercent une pression à la baisse sur votre salaire. Et puis, le point central qui a beaucoup fait couler d'encre, mais qui est aussi le plus flou, c'est de dire que dans un système capitaliste, vous êtes aliéné de votre propre nature humaine. Le capitalisme vous empêche de vous réaliser vous-même. Okay. Ça, c'est des points intéressants qui sont un peu suggestifs, mais c'est difficile de leur donner un contenu précis. Mais c'est important de les garder en tête, parce que c'est des points sur lesquels le marxisme va présenter une proximité étroite avec plusieurs penseurs conservateurs. Vous avez beaucoup de conservateurs qui sont opposés au marché pour des raisons qui sont très proches de ça, en disant le marché nous éloigne de notre nature humaine, fait de nous des individus égoïstes qui sont juste un appétit de profit, etc. Donc si vous reprenez le triangle de Marx, à la fin de ces séances sur l'idéologie, j'aimerais avoir le temps de vous montrer les quelques points où il y a des rapprochements inattendus, ici, entre les marxistes et les conservateurs. On verra qu'il y a aussi quelques rapprochements inattendus entre les marxistes et les libéraux sur d'autres points. Aliénation, c'est là. Donc je vous en parle brièvement parce que je ne suis pas sûr moi-même de savoir définir les choses correctement, mais je pense pouvoir vous en dire assez pour vous voir pour vous montrer dans quelle direction va l'idée. Si vous êtes un travailleur dans un système capitaliste, le travail ne va pas vous accomplir. Et la classe de comparaison que Marx utilise ici, c'est celle de l'artisan, en disant si vous êtes un cordonnier, vous allez acheter votre cuir chez le tanneur que vous connaissez bien, c'est Jean-Luc, le tanneur du village, qui est sympa comme tout, vous buvez un coup, vous rentrez à la maison, vous prenez les mesures de votre client en disant hey, tu fais du 43, mais je l'ai fait un peu plus large que la dernière fois. Enfin, il y a toute cette signification sociale du travail, le côté manuel où vous voyez la constitution de votre produit depuis le départ jusqu'à l'arrivée, vous avez votre chaussure, et un travail qui a un sens. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par un sens? Mais il y a quelque chose de gratifiant dans ce travail, où vous voyez ce que vous avez produit, pourquoi vous l'avez produit, pour qui. Tandis que avec la division du travail, c'est beaucoup plus difficile de voir ce que vous avez fait, à quoi vous avez contribué, d'après Marx. Dit comme ça, c'est pas forcément évident, parce que si vous êtes sur une usine à la chaîne et que vous vissez les pneus des voitures, vous voyez bien quelle est votre contribution. Vous dites, oui, sans moi, il n'y aurait pas la voiture à l'arrivée, parce qu'il manque un point important, c'est je fais juste une partie de la voiture, je ne fais pas toute la voiture, peut-être il y a moins de fierté, mais vous voyez quelle est votre contribution. Mais il y a eu un livre qui a fait un peu de bruit il y a quelques années par un anthropologue qui est mort récemment, un anthropologue qui n'est pas marxiste, mais qui est quand même qui est très à gauche, quelle que soit la signification de ce terme, mais qui s'appelle Bullshit Jobs, qui lui dit il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui ne savent plus du tout à quoi servent leurs emplois. Et ils pensent moins aux travailleurs à la chaîne, qui était la cible de Marx, qu'à des personnes qui travaillent dans l'industrie financière, où vous leur dites mais à quoi ça sert ce que tu fais, puis là ils évitent le truc, ils ne savent pas trop, parce qu'eux-mêmes ils mettent pas de sens dans leur travail, et c'est un des problèmes, dit Graeber, de ces nouveaux emplois. Donc, vous voyez que cette critique de l'aliénation, c'est peut-être le point le plus flou, mais aussi le plus philosophique. Ça fait un peu de la peine de dire ça, parce que la critique de l'exploitation du système marxiste, c'est une critique qui est basée sur une théorie économique assez claire. La critique de l'aliénation, c'est plutôt une critique qui est basée sur une forme d'anthropologie, de plaisir ou de fierté qu'on a à faire son travail, et qui ne dépend pas d'une analyse économique spécifique, mais qui dépend juste plutôt de l'analyse d'un certain nombre d'exemples et du rapport qu'on a à son travail. En tout cas, c'est un concept qui vient de Hegel et que vous entendez souvent discuter quand on entend parler de Marx. Alors, combien de temps il me reste? Est-ce que je m'arrête là? Ok, je vous présente juste les 3 types d'objections. Il y en a 4 parce que je ne sais pas encore comment je les organise. Les types d'objections qui vont être adressées aux... Alors, peut-être juste avant de vous laisser le temps de poser des questions. Donc ça résume l'essentiel de la théorie de Marx. D'accord ? Vous avez la partie historique, vous avez la partie économique avec la petite coda sur l'aliénation. Il y avait une partie méthodologique que j'ai passée là parce que ce n'est pas la plus essentielle, elle est plutôt importante pour comprendre un certain type d'objection à Marx, mais je pense qu'on peut la laisser de côté. Est-ce que sur la théorie marxiste en général, vous êtes maintenant parfaitement au clair? Ça va ?
Ouais. Alors, on va s'intéresser à partir de maintenant, c'est-à-dire la prochaine fois, à certaines des grandes objections qui ont été soulevées à l'encontre du marxisme. Là, je les ai classées en 4, mais peut-être je vais regrouper ensemble objections empiriques et conséquentialistes. Je vous dis juste ce que j'ai en tête. Vous avez un certain nombre d'objections théoriques qui s'attaquent à des concepts centraux du marxisme. On en a vu un et j'ai déjà touché du doigt le problème. Le concept de la valeur travail, qui est au cœur de la théorie marxiste, c'est un des concepts qui va subir la foudre d'un certain nombre d'adversaires de Marx. Vous avez des objections empiriques, que je vais sans doute regrouper avec les objections conséquentialistes, qui disent les constats factuels que fait Marx se révèlent être faux. Une objection qui a été fameuse, dont on parlait avec certains d'entre vous à la pause, c'est de dire Marx analyse la société capitaliste comme divisée fondamentalement en 2 classes. C'était vrai à son époque, mais le capitalisme aujourd'hui, le fait de dire qu'il y a une différence entre les capitalistes et les prolétaires, c'est plus vraiment ce à quoi ressemble le capitalisme qu'on connaît. Il y a l'émergence de ce les sociologues ont appelé les classes moyennes, qui représentent aujourd'hui une des classes principales, si c'est une classe dans la sociologie contemporaine. Et on ne comprend plus vraiment en quoi il y a une lutte des classes si vous avez cette émergence des classes moyennes qui regroupent à la fois certaines professions libérales, mais aussi des salariés, mais qui sont des salariés qui sont mieux payés que ce qu'anticipait Marx. Donc ça, c'est une objection empirique. Il y en a d'autres. La baisse tendancielle du taux de profit que prévoit Marx, on l'attend toujours un peu. C'est très compliqué de mesurer exactement la chose, mais en gros, les courbes indiquent pas de tendance très claire ou vaguement claire. Et puis, vous avez des objections desquelles vous êtes sans doute familiers, qui sont les échecs à la fois économiques, sociaux et politiques des mises en œuvre du marxisme successives. Okay. Alors là, évidemment, il y a la réponse que l'un de vous me donnait à la pause en disant « Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment appliqué le marxisme, mais ça reste toujours un petit peu les discussions. » Enfin, ce n'est pas la seule réponse, mais souvent, quand les historiens mettent en avant les drames auxquels ont conduit les mises en œuvre du marxisme, la réponse consiste à dire « Oui, mais ce n'était pas la bonne version du marxisme, mais il faut encore essayer, on va finir... » Ça a raté jusqu'à maintenant, on va finir par trouver la bonne version. Et puis vous avez des objections méthodologiques qui ont trait à la manière dont Marx argumente. J'ai mentionné ça tout à l'heure en disant qu'il y a certains types d'arguments de Marx qui sont clairement ce qu'on appelle les sophismes génétiques. Les marxismes analytiques reprochent à Marx de manquer de rigueur et de clarté. Ils trouvent qu'il y a des bonnes idées, mais que dans la mode d'argumentation, il y a quelque chose de fondamentalement biaisé. Donc ça, c'est ce qu'on verra à partir de la prochaine fois, où on s'intéressera aux objections, aux objections théoriques peut-être pour commencer, qui sont celles qui nous intéressent le plus en tant que philosophe. Je vous ferai juste une ou 2 diapos sur les autres objections empiriques et conséquentialistes et quelques diapos sur les objections méthodologiques. Après quoi, on fera tourner le triangle et on verra si on parle de libéralisme ou de conservatisme. Ouf, j'ai l'impression de vous avoir assommé avec le brave Karl. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine et je mets tout ça en ligne dans l'après-midi.